Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui va se focaliser sur cette guerre déclenchée entre les magistrats et le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a pris certaines mesures qui n'arrangent pas les magistrats qui promettent même d'aller en grève d'après certaines indiscrétions. À la base de cette agitation, c'est la mesure prise par le ministre de la Justice relative à la bancarisation des recettes qui seront réalisées au niveau de la justice. Qui va remporter cette bataille? Qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude affichée par les magistrats de la République? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi se pencher sur les sociales des Congolais, toutes ces questions qui touchent les conditions sociales des Congolais, notamment la flambée des prix sur les marchés, la dépréciation de la monnaie nationale, l'insécurité qui bat son plein, les transports, tous ces éléments. On va tenter de les décrypter de fond en comble dans cette émission. On va aussi nous focaliser sur Ensemble pour la République qui vient d'enregistrer un nouveau départ. Son coordonnateur de Kinshasa en charge de la jeunesse vient de quitter le parti de Moïse Katumbi. Entre-temps, le même parti annonce sa convention nationale dans les tout prochains jours. Comment Moïse Katumbi compte-t-il se comporter politiquement dans les jours qui viennent? Nous en parlons sur ces plateaux avec Patrick Mvi, cadre d'Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Hervé, c'est toujours un plaisir, comme je l'ai toujours dit, d'être sur votre plateau de télévision. Nous, esclaves de la population, nous passons pour pouvoir faire ce qui est notre travail de façon quotidienne. Mais avant de pouvoir aborder avec vous les différents sujets que vous avez annoncés, j'aimerais quand même présenter mes condoléances aux frères et sœurs de Kiloa, qui ont perdu énormément parce qu'il y a eu une dizaine de jeunes qui ont été massacrés à bout portant, désarmés par nos forces armées, enfin une partie des forces armées ou un contingent. Donc ce sont des actes déplorables qui remettent en question la discipline au sein de l'armée. Donc mes condoléances à nos frères et sœurs de ces secteurs. Merci. Très bien, vous avez évoqué le cas des massacres de Kilo, mais au lac Maïndomé aussi hier, il y a des gens qui ont péri. On parle de 5 personnes, je pense, plus de 200 disparus. C'est pour la 3e ou 4e fois au cours de cette même année qu'on puisse enregistrer des pareils incidents. Que fait le ministère des Transports? Que fait le gouvernement central pour pallier, pour gérer ces problèmes? Des balnéaires qui ne remplissent pas toutes les conditions pour naviguer. Comment on laisse les gens faire des histoires comme ça? Bon, le problème, c'est que nous avons constaté depuis l'avènement de ces régimes au pouvoir un chapelet de bonnes intentions. C'est-à-dire que ce sont des bons parleurs, des gens qui disent des choses à gauche, mais qui font autre chose à droite. Le problème de transport, par exemple, si on doit s'atteler sur ça, nous avons par exemple, si je dois m'atteler d'abord sur un problème routier, parce que nous avons différents secteurs de transport, il y a la voie fluviale, la voie aérienne, mais également la voie routière. Que fait le gouvernement ou encore le régime, pour ne pas parler du gouvernement actuel, pour pouvoir résorber les problèmes qui sont liés à ces différents secteurs? Quand nous avons des problèmes avec des gens qui meurent facilement, quelles sont les mesures que l'on a mis en place pour pouvoir encadrer ces secteurs-là? Je ne vois pas. On prend des choses, mais on ne concrétise absolument pas. J'aimerais directement, si possible, m'attaquer à l'un des points que vous avez énoncé ici tantôt, concernant le gouvernement. Je crois que vous allez avoir le temps de pouvoir détailler dessus. Et je crois que, permettez-moi une minute, de voir un peu, où parmi les 5 piliers énoncés par le gouvernement en place, pour ne pas dire le Premier ministre, il y a l'aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. C'est parmi les 6 piliers qui ont été mis en place par le gouvernement actuel. Aménagement du territoire pour maximiser une connectivité dans ces pays. Quand je vois cette expression ou encore cette phrase, moi, on peut prendre ça dans différents sens. Mais moi, je comprends, si je ramène ça un peu dans les secteurs de transport. Ces pays ont énormément de problèmes de connectivité en termes de voies routières. Quand on finance, par exemple, Arena, que vous avez ici, qui coûte dans les 105 millions de dollars, quand on finance francophonie, quand on finance lampadaires, forage, etc., vous connaissez les différents dossiers qui ont fini par des détournements. 1 kilomètre de route vaut 1 million de dollars. Quand on vous dit qu'on a détourné 50 millions, 100 millions, on ne peut pas construire 100 millions de kilomètres de route. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a une mauvaise foi et une mauvaise volonté. Alors, soit il y a cette mauvaise volonté que je dis, ou soit c'est de l'incompétence purement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que là où il y a des problèmes prioritaires, on préfère privilégier des choses qui ne sont pas prioritaires. Je ne vois nullement l'importance de construire Arena, qui est certes, sera bénéfique pour la population congolaise, mais de façon urgente, je ne vois pas. Alors, les gens qui sont en train de mourir sur les voies fluviales, si par exemple nous avions des routes en bon état, vous pensez que ces gens-là seraient
morts, par exemple, par voie fluviale. Déjà que ces secteurs-là n'est pas bien encadrés, il y a des problèmes de transport dans ces secteurs-là. Les seules routes encore qui sont un tout petit peu fiables actuellement, c'est la voie routière et la voie aérienne, qui posent encore problème. Mais aller dans les secteurs fluviaux, c'est pire. Est-ce que vous avez de bateaux de voyage plutôt commercial, bon, disons voyage des êtres humains normalement mis en place par le gouvernement? Je ne pense pas. Alors, le problème c'est à la base. La bonne gestion fait en sorte que vous puissiez réfléchir avant que nous puissiez accéder à poste de responsabilité. Savoir pourquoi nous avons pris ces responsabilités. Quelles sont les mesures que nous pouvons mettre en place pour pouvoir résorber le problème auquel nous serons en mesure de faire face. Il y a quelqu'un qui a dit, un politicien, j'oublie les noms, quand on veut devenir un chef, on suppose que l'on connaît déjà le problème dans ces secteurs-là. De telle sorte que quand il y arrivera, on ne dira pas que j'ai hérité de ces problèmes. Mais par contre, on vient avec des solutions. Mais ce que nous constatons tout simplement, ce n'est que des pleurnichards, des gens qui sont en train de pleurnicher, qui sont en train de dénoncer. Bizarrement, nous, population, on est aux places de dénoncer, c'est maintenant le régime ou encore le gouvernement en place qui dénonce à notre place. Donc, nous allons tout simplement dire que le gouvernement, pour ne pas dire le régime en place, est incompétent. Face aux problèmes de la population congolaise, ils sont incompétents. Alors, vous estimez que le régime est incompétent. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a promis d'évaluer la performance de chaque ministre. Peut-être dans les tout prochains jours, il y aura un remaniement qui va intervenir. S'il faut remanier ce gouvernement, par où la première ministre devra-t-elle commencer? Est-ce que ce remaniement n'arrive pas plus tôt que prévu? Il y a certes des urgences, il y a certes des problèmes à régler, mais est-ce que vous pensez que cette évaluation va apporter un peu du tonus dans le développement du pays? Excusez-moi, je vais un peu vous choquer, mais ce qui est véridique, c'est que nous ne croyons pas à ces régimes, nous n'avons jamais cru en ces régimes. À un moment, nous avons donné la chance pour pouvoir agir et travailler ensemble, mais nous comprenons qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt de la population congolaise. Alors, vous parlez du remaniement. Moi, je me pose la question. L'évaluation, oui, justement, on remanie la production, justement, on remanie en fonction de l'évaluation. D'accord. Quand on va évaluer, ensuite on va constater que dans tel secteur, ça ne marche pas, on va devoir remanier. Mais moi, je vous dirais que c'est presque dans tous les secteurs que ça ne marche pas. Dites-moi, c'est que dans quel secteur que vous connaissez, par exemple, dans ces gouvernements mis en place, où ça marche? Sécurité, sociale, ça ne marche pas. Alors, vous allez me dire qu'aujourd'hui, on va remanier. On va remanier autant de fois que l'on pourra. À mon avis, je ne pense pas qu'il faut encore accorder du crédit à ces régimes, tout simplement. Ils ont 4 ans, et c'est sûr et certain, nous ne sommes pas pessimistes de nature, mais ces régimes, la façon de gérer, nous pousse à devenir pessimistes face à tout ce qu'ils sont en train de promettre. Donc, ils ont encore 4 ans, nous attendons tout simplement, patiemment, le temps qu'ils puissent partir et que les bonnes personnes puissent arriver pour pouvoir gérer les choses comme ça. Il y a des mesures courageuses qui sont annoncées. Par exemple, lesquelles? Sur la réduction des biens ou des produits de première nécessité. On réduira les taxes et les impôts d'après ce que j'ai suivi. On ne va pas réduire les prix. Ça, c'est une chose. Mais quand vous dites ça, j'ai suivi cette affaire-là, il y avait une troïka où on a parlé de ça, question de protéger le pouvoir d'achat de la population. Est-ce que la population a déjà un pouvoir d'achat? Il faut commencer par là. Parce qu'il faut protéger le pouvoir d'achat de la population, il faut déjà comprendre s'ils ont ces pouvoirs d'achat d'abord, d'ailleurs. Nous avons l'inflation depuis que ce régime est arrivé en place. Vous baissez le taxe et impôt de certains secteurs, mais vous ne produisez pas. L'inflation touche le monde entier. Oui, le monde entier. Oui, je n'en conviens pas. L'inflation touche le monde entier. Mais différents pays prennent des mesures idoines, des mesures sérieuses qui font en sorte qu'ils puissent résorber ou encore stabiliser cette monnaie-là par rapport à cette inflation. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? Ce sont tout simplement des plaintes, ou comme je disais tantôt, des gens qui sont en train tout simplement de pleurnicher. Des gens qui trouvent tout simplement des boucs émissaires. En lieu et place de pouvoir trouver des solutions. Vous parlez de la baisse des taxes et des taux et des impôts, par exemple, par rapport aux produits des premières nécessités. Comprenez avec moi qu'un producteur, par exemple, de pain, panification dans le secteur de la panification, qui vous produit son pain, par exemple, à tel montant, sur base de tel impôt et tout, et ainsi de suite. Pain Victoire, par exemple. Je ne devrais normalement, on n'est pas cité les noms, mais je les cite quand même parce que ce sont des choses que nous consommons. Alors, vous baissez les taxes et les impôts. Est-ce qu'il y a déjà eu un suivi par rapport au prix pour comprendre que ces gens, par rapport aux taxes que nous avons baissées et les prix, est-ce qu'ils sont en train de respecter cela? Du moment que vous, gouvernement, vous ne créez aucune entreprise dans ces secteurs-là. Vous ne créez aucune entreprise dans ce secteur-là. Vous comprenez? Alors, comment voulez-vous que ces gens-là, quand vous allez baisser les taxes et les impôts, que ces gens-là baissent en même temps leurs prix? Ça ne marchera pas parce qu'ils sont en train d'acheter ces produits-là quelque part et ils viennent revendre ici. Alors, la meilleure des solutions, c'est de faire quoi? Ce n'est pas de baisser les taxes et les impôts en même temps. Certes, c'est peut-être bien pour la population de façon générale parce que trop d'impôts tue l'impôt. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Créer des entreprises.
créer le produit, à vendre, à importer, ainsi de suite. D'abord, servir le besoin interne et ensuite importer. C'est comme ça que l'on ramène des capitaux, c'est comme ça qu'on fait en sorte que l'on puisse stabiliser de la monnaie au sein de ces pays. Mais quand vous commencez par ça, vous ne produisez absolument rien, si ce n'est que des minerais. Le secteur de l'agriculture, abandonné. Le tourisme, abandonné. Vous avez des différents cours d'eau où on peut construire des barrages, abandonnés. Le climat des affaires aujourd'hui s'améliore. Comment, il y a Pepsi qui est arrivé, Mérida, des entreprises qui ont créé comme ça plus ou moins 5000 emplois. Moi, vous ne saluez pas ces gestes? Non, c'est pas 5000 emplois. Bon, moi, je me dis, nous en avons suffisamment d'entreprises qui nous produisent des produits chimiques sucrés dans ces pays. Vous comprenez? Et quand je parle de ça, vous parlez des entreprises comme Pepsi et consorts, j'aimerais ici ne pas faire la mauvaise propagande, mais je pense que toujours dans ces secteurs-là, de pouvoir créer des emplois, l'État peut faire mieux que de pouvoir faire cela, parce que vous créez une petite frange l'État met en place ou favorise plutôt un climat idéal à la création des emplois. Comment? Un climat qui va attirer les investisseurs ici au pays. Quand vous dites ça, je me souviens de ce qui est des différentes, parmi les litanies de promesses qui a été faite par le président de la République, de pouvoir ramener les investisseurs. Vous savez combien d'investisseurs ont-ils ramenés ici? Pepsi est déjà là. Vous parlez de Pepsi. Vous voulez vous atteler sur ça? Je préfère ne pas me réserver par rapport à ces Pepsi-là. Il y a cette qui monte aujourd'hui, les véhicules ici. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Je préfère me réserver. Où en sommes-nous? Les gens sont en train de peiner avec le problème des transports. On nous a monté une usine ici de montage. On ne veut même pas dit de montage, on nous a dit de fabrication de véhicules de Transco. Vous en voyez combien depuis qu'on en a fabriqué ici? Les gens sont en train de peiner avec le problème des transports ici. Récemment, il y a eu grève avec le transporteur. Qu'a fait le gouvernement pour pouvoir résorber ces problèmes? Rien. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt qu'il y a un rouge dans tous les secteurs. Les signaux sont au rouge dans tous les secteurs. Vous parlez des entreprises Pepsi et consorts. Pourquoi l'État ne crée pas une entreprise de fabrication de jus purs? Parce que nous avons suffisamment d'hectares, de terres arables dans ces pays pour pouvoir faire de l'agriculture. Des oranges, et ainsi de suite, pour pouvoir créer un jus pur provenant du gouvernement qui donnera un produit correct à sa population, un produit plutôt sain à sa population. Mais tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont des produits chimiques tout simplement qui nous créent des maladies même. Voilà, exactement. Les médecins vous disent, à longueur du temps, au fur et à mesure que vous êtes en train de consommer cela, à certains moments vous tombez malade. Alors, pourquoi nous allons continuer à consommer des produits qui sont faits à base de produits chimiques, sucrés, en lieu et place de créer des entreprises qui vont donner des produits corrects à cette population qui sont en train de nous suivre? Non, ce sont des distractions fallacieuses. Créer une dizaine ou une centaine d'emplois, c'est toujours bien parce qu'il y a des gens qui étaient au chômage qui ont pu avoir de l'emploi. Mais moi, je pense qu'on peut faire mieux. Et faire mieux, c'est demande tout simplement la volonté du gouvernement en place. Très bien. Alors, la nomination de Mme Toulouka comme Première ministre avait suscité beaucoup d'espoir dans le chef des Congolais, de certains Congolais. Ouais. Si je ne fais pas allusion à vous de l'opposition, vous qui refusez tout, vous qui rejetez tout. Est-ce qu'à ce jour, vous pensez que Mme Julius Toulouka est en train de tenir les promesses? Est-ce que les Congolais continuent encore d'espérer en cette dame pour voir leurs conditions de vie être changées? D'abord, je vous regarderai un tout petit peu. Nous, on ne refuse pas tout. Nous sommes certes de l'opposition, nous sommes là pour créer un certain équilibre, plutôt un certain équilibre entre l'exécutif et bien évidemment les vécus quotidiens de la population. Donc nous ne refusons pas tout, ce qui est bien, nous encourageons, ce qui n'est pas bien, nous dénonçons. Nous ne sommes pas ennemis du peuple, nous ne sommes pas ennemis du gouvernement plutôt en place, nous sommes tout simplement des rivaux politiques et ce n'est que justice de pouvoir revendiquer ce qui nous revient de droit. Alors, le gouvernement soumis, moi je reviens encore une fois de plus sur les 6 piliers, parce que c'est ce que j'ai retenu de façon générale quand ils ont eu à présenter le programme de leur quinquennat au sein du gouvernement, qui a été entériné ou encore entériné par le Parlement, pour ne pas dire l'Assemblée nationale. Ils ont mis en place 5 piliers qui regorgent 50 axes différents. Mais j'aimerais ne pas m'étaler sur les 50 axes, je reste sur les 5 piliers. On a commencé par permettez-moi de lire, construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et des projets pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Vous pouvez me dire depuis qu'ils sont là, quelles sont les entreprises qu'ils ont mis en place ou quels sont le projet qu'ils ont mis en place qui s'est connu de la population pour pouvoir créer des entreprises? Parce que si on crée des entreprises, en même temps on crée de l'emploi. Et quand on crée de l'emploi, en même temps on crée des produits. Quand on crée des produits, on peut importer et ramener des capitaux. C'est toute une chaîne. Vous comprenez?
Ça fait plus de 3 mois qu'ils ont été installés. Pouvez me dire, vous, quelle est cette action du gouvernement qui vous a plu ou encore qui a été vraiment impactant sur le vécu quotidien de la population? Vous avez parlé tantôt d'un potentiel remaniement qui serait possible après évaluation des différentes compétences ou encore actions de certains ministères dans ces gouvernements. Vous pouvez me dire? Je ne pense pas. Donc je pense déjà que ça a mal commencé. Alors, vous avez un deuxième point. Permettez-moi d'énumérer les 6. Allez-y. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Est-ce que le territoire national est sécurisé? 3 mois après. Je vous ai parlé tantôt des kilos. Vous pensez que la population est protégée? Les Mobondo et consorts à la porte même de Kinshasa, vous pensez que la population est sécurisée? Quand on enlève les gens à gauche ou à droite, vous pensez que la population est sécurisée? C'est une situation que le gouvernement a trouvée. Nous avons, je vous ai dit, il y a des efforts qui sont faits. Je vous ai dit que nous ne sommes pas disers, nous ne sommes pas des diables, nous ne sommes pas pessimistes, mais nous constatons tout simplement ce manque de responsabilité au sein du régime actuel. Ils ont tendance à se plaindre. Ces rôles-là réservés à la population. Vous avez voulu être au pouvoir, on vous donne la responsabilité. Le moment n'est pas aux plaintes, mais plutôt aux actions concrètes. Vous comprenez? Le moment est aux actions concrètes. C'est ce qu'ils doivent actuellement faire. Ils n'ont pas trouvé des boucs émissaires pour dire non. On suppose que quand vous étiez dans l'opposition, vous avez eu le temps de comprendre les fonctions, le fonctionnement du pays. Là où ces régimes a failli. Dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. De telle sorte que quand nous arrivons, nous allons résorber ces problèmes de telle manière, de telle manière, de telle manière. On n'improvise pas. Vous voulez avoir le pouvoir, mais vous ne prenez pas de façon antérieure le temps de pouvoir réfléchir sur comment vous allez gérer ce pouvoir. Comment vous allez gérer ces pays. C'est là où le bas blesse. Donc, il n'y a pas de sécurité quand je m'attelle sur le deuxième point, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Non, ça pose encore problème énormément. Oui, certes, ils sont en train d'agir, mais ce n'est pas c'est pas le résultat. Le résultat escompté. Le résultat attendu par la population, c'est pas ce que nous sommes en train de voir. D'ailleurs, de la sécurité, il y a peu, une rumeur avait circulé selon laquelle les cas d'enlèvement avaient refait surface, mais lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement vous dit qu'il s'agit de faux bruits. Il s'agit d'un groupe de gens qui cherchent à créer un peu une sorte de psychose dans le chef de la population. Salutations au ministre Patrick Mouyaya. Je crois que son avènement il a fait relayer les propos du VPP de l'intérieur. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, ils sont beaucoup plus outillés que nous, population, pour pouvoir donner certains détails. Mais il est vrai aussi qu'il y a des choses qu'il raconte deux fois. Je ne parle pas de lui en tant que ministre, je parle du gouvernement, qui de fois laisse à désirer par rapport à la population, parce que nous sommes cette population, nous vivons de façon quotidienne, nous voyons des choses. Quand vous me dites par exemple qu'il y a mon voisin, je vous donne un exemple, qui me dit que non, il y a son frère qui a été enlevé, ou encore mon voisin, je constate qu'il a été enlevé réellement, ou on a demandé peut-être telle somme, on a fini par le relâcher, ou on n'a pas demandé de somme, on a tout simplement enlevé pour une courte durée pour pouvoir le dépouiller de ses biens, et ensuite on le relâche, ce n'est pas un enlèvement. Mais quand le gouvernement nous raconte de telles pareilles choses, où tout le monde, dans différents coins, sont en train de dénoncer un certain enlèvement, ça dit qu'il y a un problème de sécurité. Et par conséquent, le gouvernement ne doit pas pouvoir désinformer les gens, mais par contre, trouver des solutions par rapport à cela. S'il y a des gens qui s'amusent à pouvoir désorienter la police, on doit les mettre devant les barreaux. Plutôt devant les barrières. Ils doivent être incarcérés. C'est ça justement le travail du gouvernement. Faire en sorte que les gens puissent comprendre, oui, il y a enlèvement, on met une certaine sécurité, mais hormis cet enlèvement-là, il y a aussi des gens qui exagèrent un peu dans ces sens-là. Faire la part de choses, mais carrément venir dire qu'il n'y a pas enlèvement. Ah non, moi je pense que ce n'est pas tellement responsable de la part du gouvernement. Il va falloir qu'il change un peu de fusil d'épaule par rapport à cette question-là. Voilà. Alors, oui. Alors, j'ai voulu un peu. Il y a le troisième point où on parle de l'aménagement du territoire. J'en ai parlé tantôt. Aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. J'ai parlé dans ces secteurs-là, par exemple du transport, parce que moi j'amène un peu ces points dans le secteur du transport. Il y a un problème de connectivité inter-entité décentralisée qui pose énormément de problèmes. D'ailleurs, si nous avons des problèmes d'alimentation, c'est justement parce que nous n'avons pas de routes. Mais tous ces différents projets dont on a eu à décaisser les montants ici, aurait pu facilement construire énormément de routes et ça aurait facilité un accès facile à toutes les provinces, mais également l'apport d'enrayons ou encore de tout ce que nos frères et sœurs sont en train de produire à l'intérieur. Alors ça aussi, ça pose déjà un problème, donc ça ne marche pas. Il y a le troisième point, et plutôt le quatrième point, garantir l'accès aux services sociaux de base. Garantir l'accès aux services sociaux de base. Quels sont les services sociaux de base? L'eau, l'électricité, le transport, la santé. Il y en a tellement. Mais prenons d'abord ces petits carcans-là, qui est vraiment nécessité pour la population congolaise.
C'est quoi la desserte en électricité au niveau de la République démocratique du Kinshasa depuis qu'ils sont arrivés? Il y a d'ailleurs augmentation. D'après la dernière émission du chef de l'État avant la campagne électorale, je pense, il avait trouvé le taux en desserte en électricité, je crois, à 9%, il l'a ramené à 21%. C'était déjà 19% quand elle est entrée. Il dit qu'il l'avait trouvé. Mais je vous dis, allez vous renseigner. Moins de 10%. Non, et il l'a ramené à près de 20%. Ça, c'est aussi un autre problème que le président de la République doit corriger au sein de son équipe de communication et d'information. J'aimerais ne pas trop m'atteler, mais je crois que tout le monde, dans différents plateaux, les gens ont eu à dénoncer cela, que l'équipe de communication ou encore les gens qui entourent le président de la République ont tendance à ne pas faire le travail comme il se doit. C'est pour ça qu'ils font dire des bêtises au président de la République à la télé, ce n'est pas correct. Le chef est quelqu'un avec qui on ne blague pas. Alors quand vous prenez certaines informations, vous ramenez au président tout simplement pour vous donner une certaine bonne image auprès du président, ce n'est pas correct. C'est le premier citoyen du pays. C'est une institution, on ne blague pas avec ça. Vous pensez que les présidents s'étaient trompés? Ouais, je crois que le président s'était trompé. C'était pas à 9%, c'était plutôt à 19%, parce qu'à la sortie du régime passé, avant le régime actuel, ils avaient déjà laissé à 19% les taux de desserte en électricité au niveau de la République démocratique du Congo. Certes, s'ils ont eu à améliorer un tout petit peu, ça serait peut-être aux alentours de 20, quelque chose comme ça là. Alors, c'est dire que c'était à 9, on a ramené à 19, moi je pense pas que c'était correct, c'était beaucoup plus du populisme, pas de la part du président de la République, mais plutôt de la part de ses services qui lui ont donné cette information. Parce que le président travaille avec des collaborateurs, il ne travaille pas seul. Donc c'est un problème aussi que l'on va devoir le résoudre, pas nous en fait, mais le président lui-même et toute son équipe. J'évolue. Nous allons garantir l'accès aux services sociaux de base, ça j'ai déjà dit. J'ai parlé de l'électricité par exemple, mais côté santé, c'est quoi le problème? Est-ce que ça marche? Il y a la côté de la maternité aujourd'hui. Vous allez vérifier le fonctionnement, vous allez comprendre. Il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui pour lutter contre cette nouvelle épidémie. Allez-y comprendre, oui, j'y arrive. Allez-y comprendre, hein? Circulez un peu, allez dans ces différentes maternités, voyez un peu la procédure, comment ça évolue, c'est quoi en fait? On ne peut pas prendre des mesures ou des dispositions qui visent un certain populisme. On doit prendre des mesures et des dispositions qui ont été réfléchies, qui pourront prendre du temps et à pouvoir qui prendront du temps à servir réellement la population comme il se doit et non pas pour, comme on dit de façon générale, des courtes joies. Non. Allez-y, vous allez comprendre. De la même façon qu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement, allez-y, vous allez comprendre les méandres qui entourent cela. C'est bien beau de dire des phrases comme ça là. Mais allez entrer en détail et vous allez comprendre quand on dit que ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Vous avez parlé de cette maladie Mpox, la maladie du singe qui s'est répandue. Et d'après ce que j'ai suivi, il y a déjà des cas qui sont signalés au niveau de Kinshasa. Exactement. Et de façon urgente, le gouvernement le gouvernement a eu à décaisser 10 millions de dollars de façon urgente pour pouvoir résorber un peu ce problème. Moi, je pense qu'il y a encore un petit problème. L'information est passée, mais je crois qu'on n'a pas tellement eu le temps de sensibiliser les gens dans ces secteurs-là. Parlant de Covid, vous avez vu quel était l'engouement du gouvernement à pouvoir expliquer aux gens, à la population, cette maladie qui arrive, ça touchait le monde. Voilà. Maintenant là, vous pouvez me dire en quoi est-ce différent la population qui a souffert de Covid et ceux qui souffrent de Mpox? Ça ne tue pas. N'est-elle pas contagieuse de la même façon que le Covid-19? Alors, moi, le premier point sur lequel j'aimerais quand même critiquer, c'est la communication. La communication n'est pas tellement efficace en ce qui concerne cette maladie-là. Or, elle a déjà atteint Kinshasa, on l'a signalé au Bandundu et à l'est du pays. La communication, ça pose déjà problème. Deuxièmement, il y a des moyens qui sont mis à la disposition du ministère de la Santé et du ministère de la Communication. Bref, de toutes ces déjà on décaisse 10 millions. Sensibiliser la population. Ok, déjà on décaisse 10 millions de dollars. C'est pas peu d'argent. Vous avez vu le cas avec le Covid-19, j'aimerais ne pas revenir sur ça, il y a eu des détournements de 6 millions de dollars, en tout cas pas moins de 6 millions de dollars. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ne souhaitons pas pour cette fois-ci, et nous espérons, et nous lançons déjà un signal d'alerte, de telle sorte que ces fonds qui ont été décaissés de façon urgente soient vraiment utilisés à bon escient pour pouvoir résorber cette maladie-là. Mais comme je le disais tantôt, la communication ne suit pas. Les gens ne comprennent pas réellement que c'est un danger sérieux, qui est contagieux, qui n'est pas transmissible. Il y a une grande différence. Il suffit tout simplement que je vous touche pour que vous puissiez contracter cette maladie-là, qui jusqu'à nos jours, apparemment, n'a pas encore eu remède. On est en train de se battre par rapport à cela, à moins que je ne me trompe, mais je ne pense pas qu'il n'y a pas encore de remède. Maintenant, je vais devoir me renseigner dessus. Donc, c'est sérieux. Il y a des vaccins qui doivent venir, des vaccins en provenance du Japon et des États-Unis. Vous m'informez, c'est déjà une bonne chose, mais, comme je le dis, il n'y a pas une large information par rapport à cela. Les gens sont en train d'évacuer leurs obligations. Il y a des mesures barrières qui ont été édictées par le ministre de la Santé. C'est respecté. Notamment le port du cache-nez. Est-ce que c'est respecté? Qui est censé faire respecter cela? Nous avons une population qui a tendance à être un peu têtue par rapport à beaucoup de choses. Mais la population est têtue aussi parce qu'il n'y a pas de suivi dans tous les secteurs. Vous voyez,
Alors quand vous prenez des mesures et que vous ne faites pas respecter cela, vous ne faites pas un suivi par rapport à cela, là, c'est un peu comme des enfants qui sont abandonnés. Vous comprenez? Alors, si pour pouvoir discipliner cette population, faites des suivis. Très bien. Alors moi, j'aimerais, en quelques minutes, que je puisse avoir votre réaction sur la situation du panier de la ménagère. Ouais. On a connu un gouvernement qui a passé son temps à défiler, à aller chercher des maïs, sans jamais que ces maïs n'aient pu arriver ici au pays. On avait même accusé à l'époque Moïse Katumbicha pour les bloquer, ou d'influencer au niveau de la Zambie, que les maïs ne puissent pas être livrés à la RDC. Et à ce jour, c'est la même Zambie qui nous fait du chantage. La Zambie qui ferme à temps et à contre-temps ses frontières pour que le Congolais soit frappé par la pénurie du maïs. Au niveau interne, qu'est-ce que nous faisons des notaires, des terres réputées arables, qu'est-ce que nous faisons des notaires pour cultiver, afin de nourrir cette population? Déjà la Zambie, vous avez parlé de la Zambie, elle ferme ses frontières à contre-temps, ainsi de suite. C'est tout simplement parce que face aux différentes positions qu'avaient pris les ministres de commerce extérieur et intérieur, je crois, c'est Julien Paloukou, je ne me trompe pas, face à certains produits internes, parce qu'il avait voulu promouvoir un peu ses produits internes. Mais la Zambie également a répliqué, parce que vous voulez promouvoir vos produits, mais d'accord, on bloque aussi. Alors c'est là où ça démontre un peu une certaine faiblesse de notre part. On devait normalement ne pas prendre ça d'une mauvaise façon, on devait normalement réfléchir. Si ces gens sont en mesure de faire ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont en mesure de produire. Vous comprenez? Et que nous ne sommes pas en mesure de faire. Vous avez parlé des terres arables. Exactement. Justement, la bonne volonté. On a les espaces, on a des terres. La bonne volonté, le bon leadership et un bon management, tout simplement. On a promis des poissons ici. Mais justement, c'est ce que nous sommes. J'y arrive, jusqu'à bateaux de pêche, on les attend encore. Je vous prends au mot. Maïs, toujours pas. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Ce qui manque, c'est le bon leadership, le bon management et la bonne volonté. Tout ça m'a belé tout là. Prenez seulement Kinshasa. Ça fait combien de terres arables? Le Bandundu, le Grand Équateur. Prenez le Katsai. Où il y a même des plantes qui sortent mais justement, c'est entre les murs. Mais justement, c'est aberrant. Prenez une graine de maïs et jetez ça tout simplement à l'extérieur. 2-3 jours après, ça pousse. Donc c'est tout simplement un manque de volonté. Je vous ai parlé de routes avec des financements qui ont été décaissés pour différents secteurs qui n'ont rien produit réellement pour la population. Mais si on avait redirigé cela au niveau de l'agriculture par exemple, on a parlé de l'affaire Boukangalon pendant autant d'années. On a vilipendé le premier ministre honoraire Matata Ponyu. Mais pendant ces temps, on était en train de les vilipender. Ok, là je laisse la responsabilité à la justice. Qu'a fait le gouvernement? Qu'a fait le régime pour pouvoir relancer le Boukangalonde? C'est ça le problème. On est là toujours pour accuser les gens, pour trouver le bouc émissaire. Mais vous faites quoi concrètement pour pouvoir résorber ces problèmes-là? C'est là où le bas blesse. Bon, la Zambie aujourd'hui, ils sont autonomes. Ils produisent plus que vous. Ils ont un budget qui est élevé, plus élevé que le vôtre. Quand vous prenez des mesures barrières visant à contrecarrer leurs actions, leur économie, ils prennent aussi également des mesures par rapport à cela. Je crois que le problème a déjà été décanté, on arrive vers la frontière. Donc c'est par rapport à cela. Nous devons être en position de force et non pas en position de faiblesse. Mais le régime nous a démontré qu'ils étaient tout le temps en position de faiblesse et par conséquent, en lieu et place de pouvoir résorber cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénoncent. Ils chantent, ils pleurnichent. C'est ce qui pose normalement problème. C'est pourquoi nous disons que ce régime a complètement échoué dans tous les secteurs. L'agriculture ici, l'élevage. Vous avez beaucoup de gens qui sont compétents. Ce qui manque, c'est les financements. Je vous prends un exemple. Vous connaissez Aliko Dangote? Des milliardaires nigérians. Voilà. Vous savez comment, il n'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs au niveau du Nigeria. Vous savez comment ces gens-là ont connu de la croissance, du développement, ainsi de suite dans leurs activités? C'est le gouvernement à une certaine époque qui a financé. Il est venu, il a dit, mais non, nous avons des entreprises bancaires ici qui ne sont qu'étrangères. Nous avons dans tel secteur, des gens qui maîtrisent, les gens qui ont le monopole, ce sont tout simplement des étrangers. Et pourtant, nous avons la matière, pourtant nous avons la connaissance, nous avons quand même les fonds aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça un État réfléchit. L'État ne réfléchit pas à court terme, l'État réfléchit à long terme, finançant ces différents entrepreneurs. De telle sorte qu'ils vont agrandir leurs entreprises. Quand ils agrandissent les entreprises, il y a de l'emploi qui est créé. Quand ils créent de l'emploi, il y a des impôts et taxes qui augmentent par rapport au trésor public. Et en même temps, ils vont avoir un certain monopole. En lieu et place de pouvoir importer des choses, ils vont commencer à exporter des choses. Et par conséquent, les produits ou encore les biens de première nécessité vont faire quoi? Vont baisser. C'est toute une chaîne simple et logique. Mais qu'est-ce que les gens font ici? On donne des différents contrats aux étrangers, on promouvoit les étrangers, au détriment de la population congolaise. On parle de l'agriculture. Est-ce qu'un pays sérieux comme le nôtre, nous avons les lacs Albert, pouvons-nous vraiment importer des chinchards? On est allé jeter l'argent aussi en Namibie. Plus de 16 millions si je ne me trompe pas, pour pouvoir faire tout simplement la pêche. Pas pour qu'ils nous fournissent du poisson, mais pour faire la pêche.
Est-ce qu'on a réellement fait On n'a jamais fait cela. Morekenda Pama. Vous comprenez un peu ces problèmes-là. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt qu'il y a un problème de leadership. Et bizarrement, il n'y a jamais d'évaluation. On évalue jamais. Au contraire, les gens sont dédouanés tout simplement. Jamais au niveau de l'Assemblée nationale. Jamais. Le gouvernement en place, avec un parti au pouvoir, UDPS, si je dois les citer, avec alliés et consorts Union Sacrée, ont échoué. Ils n'en sont pas avec la population. C'est leurs intérêts personnels tout simplement. Quand on tient compte de ce qui se passe sur le terrain. Vous avez suivi avec moi, j'aimerais faire une petite digression. Les différentes interventions récentes d'un membre de leur parti politique, M. Augustin Kabouya, qui reconnaît clairement que ce n'est pas ce que la population attendait d'eux. Vous avez des natures. Je vais vous dire une chose, M. Hervé. Non. Ça, ce sont des avocats du diable, tout simplement. Des avocats du diable, tout simplement, qui se lancent pour pouvoir laver un peu ou redorer la personne, mais il a été clair dans ce qu'il était en train de dire. Vous comprenez ça? Il a clairement étalé les choses. Ce que vous voulez ou pas, exactement, que vous le vouliez ou pas, on ne peut pas cacher la fumée. Mais tout simplement pour leurs propres intérêts. Et vous voyez, la vérité, Bandini, Kobima. Il est clair. Alors quand vous voyez pareille chose, comment vous pouvez maintenant vouloir penser ou être optimiste face aux actions du gouvernement futur pour pouvoir résorber le problème de la population congolaise? Je ne pense pas. Il faut d'abord commencer par créer réellement ces entreprises-là dans différents secteurs. Si pas créer d'abord, mais financer également des gens qui sont déjà dans ces différents secteurs, qui ne demandent qu'un financement. Qui dispose d'une ferme, qui produit des maïs. Oui. J'y arrivais parce que j'étais en train d'argumenter un peu mon analyse. C'est un exemple patent. Moïse Katumbi. Quand on parle du leadership, on parle du management. Souvent les gens ont tendance à penser quand on parle de Moïse Katumbi, non, c'était un affairiste. Oui, c'est vrai, c'était un affairiste, certes. Mais cet affairiste a réussi dans ces différentes entreprises. Cet affairiste vous a montré le modèle à suivre. Pourquoi vous ne voulez pas imiter ce qui est bon? Manque de leadership, un manque de volonté, un manque de management. Si aujourd'hui on peut aller outiller un adversaire politique. Est-ce que ce qui compte c'est le problème politique ou ce qui compte c'est le bien-être de la population? Il faut voir les problèmes. Pourquoi on doit se gêner pour aller demander de l'aide, de l'assistance, de l'expertise à X personnes qui puisaient est encore membre de ces pays qui est plutôt citoyen congolais. Il complote contre la Zambie pour que la Zambie ne puisse pas nous livrer. Mais c'est une bêtise. Vous avez suivi après cette rumeur fallacieuse, ce qui s'en est suivi, les discours de la Zambie. Je reviens rapidement dessus. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que le gouvernement n'est venu jamais officiellement contracter un contrat avec le gouvernement zambien. Ils sont par contre allés voir des particuliers aux Zambies. Alors comprenez que Moïse Katumbi, un particulier, un Congo, exactement, qui peuvent consulter. Faire le même travail. Exactement, qui peuvent consulter. Mais vous allez comprendre que là on en parle d'une main noire et non et tout, qui serait Moïse Katumbi. Non, ça ce sont des distractions fallacieuses. Le peuple n'a pas besoin de ça. Nous voulons avoir un pouvoir en place qui est responsable de cette population congolaise, qui connaissent le problème de cette population congolaise et qui trouve les solutions à cette population. Très bien, allez, on va clore ces chapitres pour parler rapidement de cette guerre qui oppose les magistrats au ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui avait d'abord décidé d'annoncer la bancarisation de toutes les recettes perçues par le passé par les greffiers et consorts. C'est des mesures qui fâchent au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, au niveau des syndicats des magistrats qui estiment que le ministre commence à devenir lui-même un problème dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. À ce jour, vous interprétez comment l'attitude affichée par les magistrats vis-à-vis du ministre de la Justice qui se montre un peu courageux dans certaines mesures? Merci beaucoup. Vous savez, M. Hervé, les gens n'aiment pas l'évolution. Toute personne qui sent ses intérêts menacés ne peut que réagir différemment. Parlons des magistrats, je suivis, il y a 2 syndicats de magistrats qui dénoncent un peu le mode de fonctionnement du ministre actuel de la Justice. Le ministre actuel de la Justice, moi je vais avoir un regard à double volet avec lui, par rapport à lui au fait. Le premier volet, c'est quelqu'un qui est arrivé avec beaucoup trop de populisme et tout et consorts, qui a été décrié par la majorité des gens, notamment l'affaire Makala et consorts, ainsi de suite. Mais en même temps, on a vu une certaine volonté aussi de faire bouger les choses. Ça, c'est le deuxième volet. C'est là où j'apprécie énormément et je salue. Je crois que dans l'un de mes tweets, j'ai dit au ministre que ce que nous voyons actuellement, nous espérons que ça ne sera pas de courte durée, comme je disais tantôt, une courte joie, tout simplement pour les beaux yeux des gens, mais par contre que ça sera vraiment à long terme. Quand
quelqu'un qui vient et vous apporte un développement dans le secteur, par exemple, de la bancarisation. Nous savons comment ça se passe. Les gens sont en train de décrier un peu le monde du fonctionnement de la justice, parlant de juges, parlant de procureurs, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à pouvoir bancariser une chose qui se faisait, comme on le dit dans notre langage, dans notre jargon commun, Maboko Bank. On quitte là, on bancarise des choses. Moi, je ne trouve nullement. On peut canaliser les recettes. C'est ça, justement, parce qu'il doit y avoir un suivi. Quand on canalise des recettes, ça permet en même temps d'augmenter les recettes. Et là, on sera efficient par rapport à ce travail-là. Mais pourquoi vous voulez que nous puissions rester tout simplement dans ce système-là ? Et même le secteur de la justice va commencer à contribuer dans le budget de l'État. Exactement, c'est ce qui est bien, parce que durant des années, nous avions dit que c'était pas bon. Vous voyez que je suis opposant, mais on apprécie là où c'est bien. On dit que c'est bon. Comprenez ? Alors, ces magistrats que je salue, que je respecte énormément, parce qu'il y a certains parmi eux, beaucoup d'ailleurs, qui sont corrects, qui sont justes, et beaucoup d'ailleurs, certains aussi qui laissent à désirer, qui ont pris une position par rapport à cela. Moi, je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne la bancarisation, ils n'ont nullement raison par rapport à cela. Ça doit vraiment être bancarisé. Ça permet une certaine évolution. Par exemple, le système, il n'y a pas que la bancarisation dans le ministère de la Justice. Au fait, on doit bancariser toute la République. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je peux aller même dans le ministère de l'Intérieur, où on doit normalement avoir un serveur qui fonctionne, qui sera en relais avec tous les sous-SIAT, les SIAT, ainsi de suite, le commissariat, qui permettra à ce que si vous êtes par exemple condamné, vous avez un casier judiciaire, de taper tout simplement et de voir que telle personne est. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore à l'époque archaïque où on doit consulter les. Mais en quoi l'initiative du ministre de la Justice dérange ? Oui, justement, j'y reviens. Je vous ai dit tantôt que quand il y a quelqu'un qui sent que ses intérêts sont menacés, il ne peut que réagir. Là, il s'agit des intérêts de la République. Non. Et non des particuliers. Je vous ai dit tantôt que vous savez tous les méandres qui se passent au niveau de différents parquets ou au niveau de différentes cours. Tout est monnaie, tout simplement. C'est ça l'expression. Tout est monnaie. On peut vous raconter autre chose que non. Vous savez, officiellement, on peut vous dire non. Je vais vous dire une chose, par exemple. Vous savez que la plainte, elle est gratuite. Ça serait connu. Mais allez au parquet, allez à un souci. Allez faire une plainte. Les policiers aujourd'hui se comportent comme des commissionnaires. Mon Amakolo. Vous comprenez ça? Je vous dis que c'est gratuit, c'est reconnu. On a même... Il y a un cas d'urgence, c'est vous recourez à la police et puis on vous dit de payer encore. Voilà. Alors pourquoi ne pas bancariser toutes ces histoires-là? Quand vous êtes frappé d'une infraction, une amende par rapport à une infraction X, on vous livre vos infractions, vous allez payer à la banque, c'est simple. C'est parce que les gens se sentent menacés par rapport à cela. Mais par contre, je reconnais quand même, je ne suis pas juriste, mais je crois qu'il faut quand même que je puisse m'enquérir de cette situation, encore avoir beaucoup plus de détails sur ce dossier. Les différents syndicats n'ont pas seulement revendiqué cela, ils ont aussi dénoncé le fait que le ministre puisse prendre certaines dispositions ou mesures qui vont à l'encontre de ses prérogatives. Alors je pense que ceux qui sont juristes ils vont devoir vraiment s'attendre. Parfois la peau du procureur général. Voilà, exactement. Et tout. Alors ça, c'est un dossier qu'il va falloir traiter vraiment de façon intelligente et de façon scientifique, parce qu'il ne faut pas que l'on lance des choses comme ça, là, de façon absurde, sans pour autant avoir la maîtrise de la chose. Donc, s'ils ont raison dans ce secteur-là, je crois que la bonne intention du ministre est de bien faire les choses. Mais il ne peut pas non plus faire les choses à l'encontre de la loi. Si la loi cadre ses prérogatives, il ne peut pas aller au-delà de cette loi-là. Par contre, ce qu'il doit faire, c'est peut-être proposer, soit au niveau du Parlement, ou au niveau des responsables habilités à pouvoir exercer là, de pouvoir ouvrir son champ d'action afin qu'il fasse son travail comme il se doit. Donc, comme je disais, je salue son dévouement, ce qu'il est en train de faire sur le deuxième volet. Sur le premier volet, il y avait un tout petit peu de populisme, hein, mais je préfère vraiment que l'on reste sur ça. Profitant de cette occasion, parlant de la justice, je voudrais quand même lancer aussi un vibrant appel au ministre Constant Moutamba concernant le cas de Mike Mukebai. C'est là où nous disons qu'il y a un problème sérieux avec cette justice. Plus d'une année, plus de 130 jours en prison. Non, pas plus de 100, plus de 400 jours en prison. Donc une année, 2-3 mois en prison. Une personne n'a jamais été condamnée, mais il reste en prison. On ne comprend pas pourquoi. Sur base de quoi? Une décision unilatérale du procureur général. Bon, ceux qui connaissent un peu plus dans ces dossiers, ils vont devoir vous donner des détails, Idouane. Mais moi, je pense que les faits qui lui ont été reprochés, notamment faux bruit, cette affaire-là, il faut vraiment que l'on revoie ça. Notamment offense au chef de l'État. Le chef de l'État est une institution, c'est pas une personne. On ne le prend pas comme étant une personne. On le prend comme une institution. Et une institution est censée recevoir des critiques pour pouvoir améliorer son fonctionnement. Alors quand on accuse des gens pour cela, sur ce genre de choses, pour leurs opinions, alors je me pose la question, où est la place de l'opposition prévue par la Constitution? Alors je demanderai vraiment au ministre de Constant Moutamba de vraiment s'atteler sur le cas Mike Mukebai, de libérer ces dignes fils du pays, ce père de famille, ces vaillants combattants et guerriers de la population qui ne fait que défendre les intérêts de la population. On est bien d'accord que le ministre de la Justice puisse durcir le ton contre les magistrats, question de les ramener à l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.
Mais en contrepartie, que fait le gouvernement aussi pour transformer les conditions sociales de ces mêmes magistrats pour qu'ils ne soient plus exposés à des tentations, des corruptions par exemple? Bon, vous savez, dans tous les pays du monde, il y a la corruption. Hein. C'est un fait. Et ce que l'on doit faire, c'est résorber justement ces problèmes-là. Et parmi les solutions, je crois que c'est déjà ce que le ministre Moutamba est en train de faire. Je ne suis pas ici pour pouvoir le défendre, mais ce qui est bien, comme je le dis tantôt, j'encourage. Je crois que c'est parmi les réformes à pouvoir améliorer les choses. Ça, c'est un. Il y a eu des années passées où on a eu à s'atteler aussi sur les cas des magistrats. Et je crois que depuis ces années qui sont passées, on a eu à améliorer un tout petit peu leurs conditions de vie. Mais il faut qu'on se les dise. Entre un magistrat et un fonctionnaire lambda, qui est mieux payé? Alors, il doit y avoir tout simplement un service, un suivi, tout simplement au niveau de problèmes de détournement, de corruption et tout, qui va devoir faire vraiment un travail de fond en comble pour pouvoir résorber ces problèmes. Parce que vous savez, le problème est incrusté dans les comportements des gens. On peut beau vous augmenter ça pose un problème sérieux d'éthique, voilà, c'est ça. Donc on peut beau vous donner 10 000, 20 000, mais qu'est-ce qui vous rassure que ça va résorber le problème? Si vous êtes disposé à être corrompu, voilà, vous allez demeurer toujours. Donc moi je salue vraiment le travail qu'abat les différents magistrats, que ce soit des juges debout ou assis dans au niveau de ces pays. Mais il y a aussi parmi eux des gens qui vraiment jettent l'opprobre sur ces ministères ou bien cette institution du pays qui est la justice. C'est encore bizarre, il y a des magistrats révoqués par le passé pour des comportements qui ne cadraient pas avec la loi. Mais et ce sont des magistrats qui ont été... Ce qui prouve à suffisance qu'il y a vraiment des réformes à faire au sein de ces ministères, pour ne pas parler seulement du gouvernement entier, parce que j'ai parlé de façon générale du gouvernement. Si on parle du ministère, c'est un ministère qui fait partie d'un gouvernement. Absolument. Alors il y a une tête à ce gouvernement, il y a la première ministre qui doit normalement s'atteler sur ces différents dossiers, mais la responsabilité incombe beaucoup plus au ministre de la Justice pour pouvoir proposer des réformes par rapport à ces secteurs-là. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission. Par la politique, il y a des étincelles en l'air au niveau de l'UDPS. Augustin Kabouya qui est menacé, il a été destitué par la CDP. Lui-même, Kabouya récuse la CDP, il estime qu'elle n'a pas qualité pour le destituer. Il y a eu la semaine passée tentative d'aller prendre d'assaut le siège du parti. En dernière minute, on apprend que la haute hiérarchie avait appelé pour calmer les esprits. Est-ce que l'UDPS à ces jours donne l'impression d'être réellement au pouvoir? Ou d'être réellement un parti au pouvoir, un parti présidentiel? J'avais dit dans mes différents arguments plutôt, que quand on veut prendre le pouvoir, il faut vraiment se préparer à faire cela. C'est-à-dire que vous prenez le temps de réfléchir sur les différents problèmes qui sont causés au niveau de la gestion des gens que vous voulez remplacer. Et ensuite, quand vous arrivez, directement vous vous lancez. Depuis que l'accession de l'UDPS, qu'on sort au pouvoir, la population ne s'est pas retrouvée. Tout simplement parce que les gens n'ont pas eu le temps de se préparer en avance. En avance. Et la preuve, vous voyez tout ce qui est en train de se passer comme problème au sein de leur parti politique. Depuis le début de leur accession au pouvoir, ils se comportent comme des gens qui sont dans l'opposition. Et dans cette opposition-là, les gens se chamaillent. Et vous avez vu les différentes interventions de M. Kabouya, dénonçant le fait que les gens sont là pour le népotisme, le clientélisme, etc., pour leurs propres intérêts plutôt que pour le profit de la population congolaise. Augustin Kabouya, comme nous le savons tous, personnellement, nous ne sommes pas des solidaires partis politiques, nous sommes de l'opposition. Mais même de loin, nous avons toujours vu que c'est quelqu'un qui ne gérait pas bien leurs partis politiques. Et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui se sont rébellés par rapport à cela. Ces différentes interventions étaient taxées de populisme, trop d'émotions en fait. Et non pas comme étant un secrétaire général qui communique par rapport au bon fonctionnement de son parti politique. Mais je crois que les méandres seraient réservés aux membres de leur parti pour pouvoir donner des détails par rapport à cela. Mais j'aimerais quand même m'attarder sur un point. Quand il dit que la CDP n'est pas habilitée à pouvoir le destituer, Jean-Marc Aboundé qui était à ce même poste a été destitué par qui? Sa destitution avait fait l'unanimité au niveau du parti. Ce qui n'est pas le cas avec Kabouya. Commission CDP, commission de discipline, commission démocratique, convention démocratique, quelque chose comme ça là. Mais c'est la même structure qui a destitué et même révoqué M. Kabouya. L'unanimité, vous parlez de quelle unanimité? Parce que vous avez une structure que vous avez mis en place qui statue sur différents points. Et ils ont décidé de la même façon qu'ils ont décidé pour Jean-Marc Aboundé de pouvoir le jeter de cette responsabilité parce qu'ils ont trouvé en lui des choses ou encore des actions qui ne cadraient pas avec leur façon de faire des choses, d'évoluer plutôt dans leur parti politique. Vous comprenez? Alors quand quelqu'un rejette cela, pourquoi alors cette structure a été créée? Alors qui est habilité à la destituer? Le président de la République?
qu'il laisse le président de la République calme, parce qu'actuellement il n'est pas président de leur parti politique, il est président de la République démocratique du Congo. On leur a donné cette responsabilité. Alors si les gens ou encore ses pairs constatent que non, il n'est plus en même ou encore habilité à pouvoir les conduire, il n'est qu'à désister tout simplement, c'est ça. Très bien, d'un parti politique à un autre, parlons cette fois-ci d'Ensemble pour la République. Le plus grand parti. Votre parti politique, vous considérez que c'est le plus grand parti? Le meilleur parti. Dans les récentes élections nous ont démontré autre chose. Vous voulez que l'on parle des élections chaotiques qui ont eu lieu récemment au mois de décembre? Des élections qui ont été reconnues par ces mêmes partis politiques ensemble. Nous savons. Vous avez mandaté même vos délégués au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Ouais. Et notre délégué venait d'échouer d'ailleurs au niveau du Sénat. D'abord, comment vous avez réagi quand vous avez appris que le spécial Salomon Kalonda Dela n'avait pas réussi à se faire élire? Déjà, je vous rappelle, je ramène rapidement, je passe par là, nous n'avons pas échoué aux élections de 2023. Notre réussite ou encore a été volée. Et j'aimerais ne pas trop m'atteler sur ça, la population connaît. C'est les discours de l'opposition depuis 2006. Non. Mais l'opposition ne fait que dire des vérités. Nous, on ne va pas inventer de choses. C'est la population qui proclame les résultats des élections. Je vous dis ceci. La population est observateur des actions que nous, opposition ou encore la majorité, est en train de faire. Une opposition est là pour donner un certain équilibre face à la gestion du pouvoir en place. Et cette opposition, généralement, est toujours avec l'opposition, tout simplement parce qu'il ne se retrouve pas dans la gestion du pouvoir en place. Voilà pourquoi nous existons. Et bizarrement, la même population donne plus de voix à ses oppresseurs. Il y a eu Non, ça c'était une affaire entre Kadima et consorts, et puis UDPS, Union Sacrée, machin, truc et tout. Bref, on ne va plus s'atteler sur ça. Nous savons, tout le monde sait que c'est Moïse Katumbi qui avait gagné les élections. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quelqu'un d'autre qui préside actuellement le pays plutôt. Il n'y a pas de problème, on ne s'attelle pas sur ça. Parlons des SK, des dernières élections au Sénat qui ont eu lieu. Je salue le sénateur Salomon Idide Kalonda, un homme sage, un homme intelligent, un homme intègre, un homme lucide, très transparent et qui a beaucoup de rigueur dans ce qu'il est en train de faire. J'aimerais ici ne pas dire que nous nous lançons dans le djallé ou encore dans la culte de personnalité, nous ne faisons pas ça. Quand quelqu'un a des qualités, il faut le reconnaître. Ces messieurs ont connu beaucoup de réalités dans ces pays. On l'a vilipendé comme quoi il était en affaire avec les rebelles, les consorts et tout, mais en fin de compte, il n'y a rien qui a été avéré. On l'a libéré. Du fond de sa prison, il a été élu député provincial et ensuite sénateur pour les Katanga. Vous comprenez cela? Si les gens ne vous apprécient pas, si vous pensez, si les gens pensent réellement que ce qu'on vous accuse est vrai, on ne va pas vous voter. Mais les gens vous ont voté parce qu'on sait que non, c'était une façon de discréditer le parti, de discréditer la personne, d'affaiblir la personne de Moïse Katumbi, mais également le parti Ensemble pour la République. Mais nous sommes une force, nous sommes un tout. Du fond de sa cellule, on ne l'a pas lâché, on a continué à le soutenir et lui était intègre dans tout ce qu'il disait. Et on a fini par comprendre qu'il n'était pas réellement coupable de tout ce qu'on l'accusait. Partant de la prison jusqu'au Sénat, moi je l'appelle le Phénix. J'insiste, c'est pas pour rien, parce que beaucoup seront partis, beaucoup seront tombés, beaucoup auraient abandonné, beaucoup seraient sortis de prison avec beaucoup d'amertume et de haine. Mais il vous a démontré que c'était quelqu'un qui prône la paix, qui prône le calme et l'unité et consort. Vous avez vu son discours, parlant de la paix, parlons quand il est allé se faire identifier au niveau du Sénat, vous avez vu. Et concernant les dernières élections, il est clair que la place réservée à l'opposition au niveau du bureau du Sénat est prévue par un règlement d'ordre intérieur après consultation des différentes structures ou partis ou camps au niveau du Sénat. Et après ces différentes consultations, il a été décidé que le poste de rapporteur adjoint soit réservé à l'opposition, à l'image de l'Assemblée nationale. Exact. Et le seul candidat de l'opposition qui a été présenté au niveau du Sénat était Salomon Idide Kalonda. J'insiste, le seul et unique candidat qui s'est présenté au niveau du Sénat, du bureau du Sénat, était Salomon Idide Kalonda. Le monsieur dont vous parlez a été élu sur la liste des DIPRO. DIPRO dont le responsable, dont celui qui est membre partisan mais en même temps responsable, est actuellement au niveau du gouvernement, pour ne pas dire le ministre Constant Mutamba. Alors, si vous qui êtes dans l'opposition, vous adhérez dans l'exécutif, d'office, vous perdez votre qualité d'opposant. Exact. C'est-à-dire que, même s'il a postulé comme étant indépendant, mais cela n'empêche qu'il
il est membre d'une famille politique. Parce que s'il n'était plus membre de cette famille politique-là, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est de faire quoi? De renoncer à son mandat parce qu'il aurait quitté ce parti-là, comme la loi le prévoit. Mais il n'a pas renoncé. Il est resté membre de cette formation politique qui aujourd'hui ne s'inscrit plus dans la liste de l'opposition, mais plutôt dans la majorité. D'office, ce qu'aurait dû faire le bureau ou encore la structure prévue pour les analyses, différents dépôts de candidatures, c'était de rejeter sa candidature pure et simple. Mais nous avons constaté tout simplement la mauvaise foi de l'Union sacrée. Une fois de plus, ils ont eu à craindre l'intégrité de la personne, la transparence de la personne, la qualité de travail que la personne allait abattre. Au niveau de l'Assemblée nationale, la même Union sacrée a élu la députée nationale Dominique Mounongo au détriment des Constant Moutamba. Et c'est la même Union sacrée qui va faire preuve de mauvaise foi au Sénat. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont au niveau de l'Assemblée nationale qui sont au niveau du Sénat. Et d'ailleurs, je salue... Le Sénat est réputé être la chambre des sages. Justement. C'est pourquoi je dis que j'allais saluer justement les 40 députés de l'Union sacrée qui ont réfléchi avec sagesse et justement, peu importe les clivages politiques, ils ont compris que non, l'opposition est censée être, la vraie opposition est censée être dans ce bureau définitif et ils ont jugé bon de pouvoir voter le sénateur Salomon Idi de la Kalonda. Très bien. Alors, parmi ceux-là, comme je parle de l'Union sacrée, ceux qui ont quand même cette intégrité, qui étaient quand même sages justement, ont fait le bon choix. Et pour le reste, ils ont préféré suivre le mot d'ordre, ce qui n'est pas correct pour une démocratie qui s'éveille juste et correcte dans ces pays. Donc, le seul et unique candidat de l'opposition qui était présenté au niveau du bureau du Sénat, c'était Salomon Idi de la Kalonda. Merci. Mais malheureusement, il a été débouté tout simplement par la mauvaise foi et la mauvaise volonté de voir bien fonctionner le Sénat au niveau de notre pays. Bah. Simon Boulou vous a lâché. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau du parti? Il n'y a rien qui va. Dès le départ. Partout les gens entrent, les gens adhèrent. On n'a jamais forcé les gens à pouvoir quitter ou adhérer. Simon Boulou, moi j'ai... Vous n'arrivez plus à tenir dans l'opposition. Non, ce que je disais dans un autre dossier, financièrement, je disais, non, déjà nous sommes dans l'opposition, nous sommes censés être pauvres. Parce que nous ne sommes pas aux affaires. Mais nous luttons avec nos propres moyens. Ça, c'est donc, déjà, être membre de l'opposition ne doit pas être... Justement, être membre de l'opposition ne doit pas être motivé par de l'argent. Parce que nous n'en avons pas. Nous puisons cela où? C'est les contributions de la population, et plutôt les populations, les différents membres qui ont intégré le parti. C'est le président qui finance aussi également, et les différents autres partenaires qui peuvent aussi donner de quoi. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à boire et à manger dans ces partis? Il n'y a pas à boire et à manger. Par contre, la volonté de pouvoir servir réellement la population. Simon Boulou, c'est quelqu'un qui a fait son temps au niveau du parti Ensemble pour la République. Il n'a pas été le moindre comme étant cadre dans ces partis politiques. Je l'ai connu au début de la DKP parce qu'il a commencé bien avant, mais moi, je l'ai beaucoup plus ciblé au niveau de la DKP Dynamique Katumbi Président parce qu'il en est l'un de cofondateurs avec les Jackie et tout. Mikoko Kanda et consorts, il a bien évolué, Ensemble pour les changements, il était là, ils ont milité, ensemble, on a milité, jusqu'à la création ou à l'avènement du parti Ensemble pour la République, dans lequel il a eu aussi à travailler d'abord comme étant simple cadre, sans responsabilité précis. Ensuite, il a été nommé coordonnateur de la jeunesse de Kinshasa. Et il a fait son temps, mais malheureusement, il faut reconnaître qu'au niveau de cette responsabilité, il n'a pas vraiment brillé comme étant responsable de la jeunesse de Kinshasa. Pourquoi? Peut-être que ça ne lui allait pas ou que ce n'était pas trop dans ses différentes compétences ou encore à l'aise là où il pouvait bien travailler. On pouvait peut-être le rediriger ailleurs parce qu'il ne faut pas tout simplement avoir la volonté de travailler, mais ici, il faut avoir les attributions, l'habilité pour pouvoir faire son travail comme il se doit. Alors, je retiens qu'il n'a pas quand même été brillant au niveau de cette responsabilité de coordonnateur de la jeunesse de Kinshasa, mais dans notre secteur, il a été brillant et il a vraiment donné de soi au niveau du parti Ensemble pour la République. Il a aujourd'hui décidé de faire son chemin, de se séparer avec le parti Ensemble pour la République. Il part sans avoir de problème avec qui que ce soit au niveau du parti politique, j'ose croire en tout cas, de façon générale. Et nous le souhaitons bon vent dans ses entreprises, dans tout ce qu'il entreprend, dans sa vision, tout ce qu'il aura à faire, qu'il puisse encore apporter plus pour ces pays en tout cas. Donc bon vent à lui. Très bien, on a terminé cette émission. Une dernière question. La Convention nationale est annoncée pour les tout prochains jours. Une commission préparatoire a été mise en place. Vous allez peut-être réélire Moïse Katumbi comme président national. Mais est-ce qu'il n'est pas plus que temps pour vous de restructurer aussi le parti? Déjà, le président... Après tout ce que vous avez connu comme départ. Déjà, ce n'est pas question de nous choisir un nouveau président comme étant président du parti ou encore candidat à la présidentielle, parce que c'est lui qui est choisi président du parti à un mandat de 5 ans. Nous ne sommes qu'à la 4e année, et d'ailleurs dans cette circulaire qui a été sortie ou encore s'est communiqué, cette décision prise par le président Moïse Katumbi, il a bien précisé, pour la convention extraordinaire. Ce n'est pas une convention ordinaire, parce que la convention ordinaire s'est fait 5 ans après. Donc le parti est censé se restructurer. Comme je l'avais dit,
toute famille politique qui s'éveille sérieux, quand il y a des petits couacs ou des problèmes où on sent que ça n'évolue pas, on doit restructurer les choses. On ne doit pas évoluer tout simplement pour le plaisir d'évoluer. Je vous ai dit qu'Ensemble pour la République est un grand parti, le plus grand des partis d'ailleurs, qui regroupe tous les gens de tous les secteurs, de toutes les tribus, de toutes les provinces. Alors, quand ça ne marche pas dans certains niveaux, en interne, nous devons réfléchir à question de restructurer les choses, voir ici ça va, ici ça ne va pas. Comment faire pour pouvoir booster encore davantage? Parce que l'intérêt général compte plus que l'intérêt des particuliers. Alors, si des gens ont eu à animer différentes responsabilités au sein du parti, on voit qu'il n'y avait pas tellement de mouvements, on se doit de pouvoir réfléchir en interne pour pouvoir résorber la chose, non pas seulement au niveau de responsabilité, mais également au niveau de loi, au niveau du statut, et ainsi de suite. Donc la convention sera lancée dans quelques jours, pour ne pas dire mois. Merci beaucoup. Et la commission qui a été nommée pour pouvoir faire ses préparatifs à 20 jours pour pouvoir répondre à cet appel. Donc nous demandons à la population congolaise d'être calme, tranquille. Nous travaillons pour l'intérêt de cette même population dont nous faisons partie. Vous travaillez pour l'intérêt de la population en qualité de qui? Nous travaillons pour l'intérêt de la population dont nous faisons partie. Nous sommes membres de l'opposition, l'œil de la population par rapport à l'exécutif. Merci beaucoup. On a terminé cette émission. Grand merci à vous pour votre disponibilité, cher Patrick. C'est moi qui vous remercie. Comme j'avais dit tout au début, c'est toujours un plaisir d'être sur ces plateaux de télévision. Question de dire à cœur ouvert ce que nous pensons du régime, mais également de l'avenir de ces pays. Très bien, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.